Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. La campagne électorale pour l'élection présidentielle se poursuit en Algérie pour les 5 candidats en lice et ce, malgré les manifestations et la colère des citoyens et des opposants. En Afrique du Nord, plusieurs accords ont été passés dans le cadre du renforcement de l'intégration régionale, notamment grâce à la promotion du développement économique et social inclusif et durable de l'Union du Maghreb. Et enfin, l'actualité sportive avec les résultats du championnat de tennis de table qui s'est tenu à Brazzaville au Congo. Les matchs disputés ont permis de qualifier 2 des 16 meilleurs pongistes d'Afrique. Mais tout d'abord, dans l'actualité, Brice Lacruchalianga, Noël Mbumba et Jean-Fidèle Otando ont été limogés et destitués de leurs fonctions au sein du gouvernement gabonais. Le président Ali Bongo Ondimba a procédé à un remaniement de son gouvernement ce lundi 2 décembre, une décision qui intervient durant la vaste opération Scorpion menée par le procureur André-Patrick Ropona et qui concerne la haute administration gabonaise. Cette opération de police a déjà abouti à 13 placements en détention préventive et plusieurs gardes à vue. La campagne électorale pour l'élection présidentielle se poursuit en Algérie pour les 5 candidats en lice. Des candidats qui doivent convaincre une population et une opposition majoritairement opposées à la tenue de cette élection fixée au 12 décembre prochain. Les détails avec Zahra Mohamed Mouchou. Face à la pression des manifestants, le pouvoir algérien reste sur ses positions. L'élection aura bel et bien lieu à la date prévue. La campagne se poursuit ainsi alors que le déroulement et l'issue de cette élection fixée au 12 décembre reste incertaine en raison de son rejet par le mouvement de contestation. À moins de 2 semaines du scrutin, l'opposition, notamment du côté du Front des forces socialistes, on continue d'exiger le report de l'élection et l'instauration d'une période de transition. Le peuple algérien aujourd'hui œuvre à empêcher cette élection. Ils sont en train de s'organiser pour empêcher cette élection. Ils la rejettent d'une manière pacifique. On veut pour une fois avoir une élection libre. Et pour avoir une élection libre, on a dit qu'il faut un dialogue. Un dialogue ouvert. Il faut qu'il y ait une conférence nationale ouverte. Même lors du jour, on va le faire ensemble. Les instruments de la transition, nous, on a signé un pacte politique pour l'alternative démocratique. Dans ce pacte, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une véritable transition démocratique qu'il faut mener ensemble. Une élection largement rejetée et pour cause. Les 5 candidats en lice, les ex-premiers ministres Ali Benfis et Abdelmajid Tebboune, avec à leur côté Asdine Mioubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina, ont tous participé ou soutenu les 2 décennies de la présidence Abdelaziz Bouteflika. Le pouvoir veut aller à la contre-révolution. Il est en train d'organiser la contre-révolution. Et toute révolution dans le monde a eu sa contre-révolution. Le pouvoir algérien aujourd'hui, le système, pour se consolider, pour se pérenniser et pour perdurer, veut faire une élection avec ses méthodes. Un régime dont les Algériens veulent désormais se défaire totalement après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, resté 20 ans à la tête de l'État. L'élection va-t-elle se tenir le 12 décembre ? L'armée fait le pari et pour elle, ce scrutin marquera la fin de la contestation. Toujours dans l'actualité, la militante suisse-camerounaise Nathalie Yamb a été expulsée ce lundi 2 décembre de Côte d'Ivoire, quelques semaines après son intervention contre la France-Afrique à Sochi lors du sommet Russie-Afrique. Cette partisane de l'opposition ivoirienne du parti leader s'est vue reprocher d'une activité incompatible avec l'intérêt national, ce qui a mené à son expulsion. Son combat, s'investir pleinement dans la lutte pour une nouvelle Afrique avec l'émancipation de ses peuples.
Le bureau de la Commission économique des Nations Unies en Afrique du Nord et la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente à la mi-novembre. Ce mémorandum vise à établir un cadre de coopération technique entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun, avec comme ancrage stratégique de promouvoir l'intégration régionale au Maghreb. Les précisions avec Corinne Kamsefem et Victor Assedji. Les pays de l'Union du Maghreb disposent désormais d'un nouvel outil pour promouvoir leur développement économique et social inclusif et durable. Un accord a en effet été signé entre le bureau de la Commission économique des Nations Unies en Afrique du Nord, CEA, et la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Il s'agit d'un cadre de partenariat pour la coopération technique entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun pour la promotion de l'intégration régionale au Maghreb. Cet accord permettra de faciliter l'échange entre nos deux organisations de données macroéconomiques, financières et sociales, la réalisation conjointe d'études sectorielles et le diagnostic des économies des pays de l'UMA. Il permettra également de développer l'échange d'expertise et de savoir-faire pour une analyse plus détaillée de l'état des économies et des marchés des pays de l'UMA. Selon la CEA, le commerce intra-nord-africain reste très faible malgré le fort potentiel de complémentarité entre les économies d'Afrique du Nord, notamment la proximité géographique, les infrastructures, les similarités linguistiques et culturelles. En cause, l'instabilité politique et une coopération limitée entre ces États, mais aussi avec les pays des autres communautés économiques régionales du continent. Aujourd'hui, toute la région qui va de l'est du Sénégal jusqu'au Burkina Faso, puis qui va pratiquement jusqu'au Tchad, cette région, c'est vrai qu'elle est semi-désertique, mais d'un autre côté, l'élevage bovin est tout à fait possible. On pourrait avoir des ranchs plus impressionnants que ceux des États-Unis. L'Union du Maghreb entend tirer un meilleur profit de la zone de libre-échange continentale par le développement des chaînes de valeur régionales. Néanmoins, pour y arriver, prévient la CEA, il est nécessaire de relever et répondre aux défis liés aux besoins de facilitation du commerce, idéal pour réduire les coûts de transaction et éliminer les obstacles au commerce qui constituent des freins à l'intégration régionale en Afrique du Nord. La conférence sur la prospérité en Afrique s'est ouverte ce mardi 3 décembre à Djibouti. En marge de cet événement, 8 chambres de commerce des 8 pays de la Corne de l'Afrique se sont réunies pour discuter de solutions liées à la paix dans la région et le commerce intra-africain devenu indissociable à la prospérité dans cette zone du continent. Reportage de Olivier Adjacotan. Les chambres de commerce des 8 pays de la Corne de l'Afrique veulent renforcer l'intégration à travers le commerce pour une prospérité partagée. Hormis Djibouti et l'Éthiopie qui ont des échanges commerciaux à hauteur de 90% selon des experts, la coopération commerciale entre les 6 autres pays de cette zone reste encore marginale. Le commerce intra-africain est de 12%. Nous souhaitions que dans l'avenir, le commerce intra-africain puisse devenir avec la zone de libre-échange continentale africaine beaucoup plus important, beaucoup plus surtout fluide pour le secteur privé et pour l'ensemble, je dirais, de la population africaine et que les Africains consomment africain pour que nous puissions surtout faire avancer la richesse et la prospérité de l'Afrique. Autrefois considérée comme l'une des zones les plus instables du continent en matière de conflits armés, la Corne de l'Afrique, composée de 8 pays, fait plus de 170 millions d'habitants. Et plusieurs experts restent optimistes sur la prospérité grâce à la stabilité. Il n'y a aujourd'hui, par exemple, aucun conflit ouvert entre les pays de la Corne de l'Afrique. Et donc tout cela nous permet de penser que nous entrons dans une nouvelle ère et que progressivement, cet espace qui a un potentiel immense de développement va véritablement devenir un pôle de stabilité. En rappel, la conférence pour une Afrique prospère se tient du 3 au 4 décembre 2019 à Djibouti. Occasion pour faire la promotion de la zone de libre-échange africaine dont l'Érythrée, un pays de la Corne de l'Afrique, reste le seul à ne pas encore ratifier.
Kenya Airways prépare sa nationalisation. La compagnie aérienne kenyane, très lourdement endettée, va prochainement revenir dans le giron de l'État, le temps de se transformer en holding et de racheter les parts des autres actionnaires comme Air France, KLM. Les précisions de Zahara Mohamed Mouchou. Kenya Airways, face à sa nationalisation prochaine, cherche à conserver sa flexibilité et éviter les restrictions imposées par les différents gouvernements, telles que des réglementations plus strictes en matière de passation de marché, une nouvelle stratégie de la compagnie kenyane, un impératif pour le transporteur déficitaire qui compte bien rester compétitif. Quand je vois les tâches, les objectifs fixés à notre concurrence autour de nous, aucun d'entre eux n'est répertorié, aucun d'entre eux ne paye de dividendes. Aucun d'entre eux ne doit vraiment être sain financièrement. Ce qui leur est demandé est de gagner suffisamment d'argent afin de se subvenir eux-mêmes, sans l'intervention du gouvernement. Nous savons tous que la plupart des jeunes entreprises qui nous entourent sont fortement soutenues financièrement par leur gouvernement. Kenya Airways a été privatisée il y a plus de 20 ans, mais la compagnie s'est lourdement endettée, tandis qu'en face, des pays comme la Tanzanie et le Rwanda investissent massivement dans leur compagnie nationale, menaçant alors la part de marché de Kenya Airways. En tant que compagnie aérienne, nous avons besoin d'injecter des capitaux propres, nous avons besoin d'améliorer nos flux de trésorerie et nous avons besoin d'accroître notre part de marché. Par conséquent, si nous avions 450 millions de dollars, 350 millions, nous le ferions. Encore une fois, ce n'est pas un chiffre précis. Les conditions de la nationalisation de la compagnie nationale et son intégration dans une holding publique avec l'aéroport international de Nairobi sont actuellement à l'étude au Parlement qui souhaiterait finaliser la transaction d'ici la fin de l'année. Au Sénégal, les acteurs issus du pastoralisme ont bénéficié d'un financement supplémentaire de 2 milliards de francs CFA. Cette enveloppe, entrant dans le cadre du Fonds de résilience du bétail, permettra de renforcer les capacités productrices des éleveurs et de leur assurer une meilleure accessibilité au crédit financier. Le but, développer le secteur et apporter un réel soutien aux éleveurs. Un sujet d'Amenedji, commentaire d'Ange Bijou Nomenio. Auparavant chiffré à 2,5 milliards de francs CFA, le Fonds de résilience du bétail au Sénégal, estimé aujourd'hui à 4,5 milliards de francs CFA, devrait connaître une hausse. Ceci suite à la décision du président Macky Sall d'apporter un soutien aux éleveurs face aux nombreux défis que présente le secteur. Je crois que tout ça là, c'est en fait pas dans une politique réfléchie. Il faut peut-être sérier les différents problèmes de l'élevage, l'insémination artificielle avec plus de viande et plus de lait, mais le problème de fond restait le problème de l'alimentation. C'est extrêmement cher au Sénégal. Une enveloppe supplémentaire de 3 milliards de francs CFA, soit 4,6 millions d'euros, a également été accordée en faveur du Fonds d'appui à la stabilisation dans le budget 2020 de l'État, en vue de faciliter l'accès au crédit par les populations. Il servira également à financer les investissements pour le fonds de roulement lié à la création de fermes privées modernes, ce qui permettrait d'accroître la productivité et la compétitivité des différentes filières animales. L'État devrait mettre en place une politique fourragère et d'autres politiques pour ne plus dépendre quand même de l'alimentation industrielle, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc, moi je crois que c'est du secours en fait que l'État fait à chaque fois qu'il y a un bémol quelque part, mais que franchement je crois qu'il manque une véritable politique de développement quand même sectoriel. Au Sénégal, le projet de développement du pastoralisme avait été initié en 2015 avec un montant global de 30 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA. L'objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans plusieurs régions du pays. 5 pays de la sous-région d'Afrique centrale ont pris part au championnat de tennis de table, parmi lesquels le Congo, pays
hôtes, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Burundi et le Cameroun, du 28 au 30 novembre à Brazzaville. Au terme des différentes confrontations, les pongistes de la RDC ont remporté le plus grand nombre de médailles d'or, avec à la clé la qualification de 2 d'entre eux au prochain tournoi continental dénommé Top 16, qui réunit les 16 meilleurs pongistes en mars 2020, mais cette fois-ci en Tunisie. Reportage de Deva Panzou. Gédéon Kassa s'est qualifié pour le top 16 d'Afrique grâce à sa victoire devant son adversaire Michel Linyanzi en finale simple messieurs du championnat de tennis de table de la région 3 Afrique centrale ce week-end à Brazzaville. Il a été imité par sa consoeur Flavia Kimbu qui a dominé la Camerounaise Harriet Ntumnui en finale simple. La différence est unique parce que je viens de faire déjà deux compétitions internationales open africaines au Biélorussie. Bientôt là, je vais aller continuer à faire mon sport en Europe parce qu'en Afrique c'est un peu difficile, on ne s'entraîne pas aux normes internationales. Dans les autres catégories, la République démocratique du Congo a décroché la médaille d'or en équipe dames et le Congo en messieurs et également en double mixte avec Kassa Gédéon et Nzangani Sentia qui ont dominé les Camerounais Nio Derek et Harriet Ntumnui. Le niveau des pongistes a été jugé satisfaisant par les organisateurs de ce tournoi. Ça fait depuis 2012 qu'on n'a plus organisé de compétition de la région. La dernière, c'était à Pokola. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de renouer avec les compétitions régionales. On ne peut pas blâmer les joueurs. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes satisfaits. Et aujourd'hui, je pense que vous devez véhiculer un bon message sur le tennis de table de la région Afrique centrale. La République démocratique du Congo a terminé en tête de ce tournoi avec 4 médailles en or. Devant le Congo, 3 médailles d'or. Le Cameroun, le Burundi et le Gabon ont complété le classement final sans la moindre médaille en or. Le championnat de la région 3 Afrique centrale de tennis de table a connu la participation de 5 pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.